Les Congos, c'est notre pays. Les Congos ne manquent pas d'hommes capables pour relever les défis de ce grand pays, l'espoir pour l'humanité. La question que l'on se pose, est-ce que les Congolais sont conscients réellement du rôle que la RDC est censée jouer pour le développement de l'Afrique et de l'humanité? Voilà pourquoi aujourd'hui, pour vous, on a fait l'effort d'aller chercher l'homme que vous nous avez exigé, que nous puissions parler avec lui, parce que lui, il est dans tout, mais il est aussi politique. Il fut un ancien, je peux dire, cofondateur, je ne sais pas s'il y a des anciens cofondateurs, mais il est cofondateur de l'Ensemble pour la République, le parti du président Moïse Katumbi. Aujourd'hui, l'homme a fait un autre choix. Je ne sais pas pourquoi. Il est maintenant dans un regroupement politique. Il est dans un regroupement politique de progressistes. Un regroupement politique conduit par un homme intelligent de notre pays, les sénateurs Badibanga. Il est également Premier ministre, l'homme qui a faire ses preuves à l'époque. Aujourd'hui, il est du côté du chef. Il est en train de servir la nation à sa manière. La personne que nous avons invitée aujourd'hui s'appelle Isaac Bakoukou, un vrai Anamongo. Isaac Bakoukou, soyez le bienvenu. Bonsoir. Votre tenue nous intimide. Pardon? Votre tenue nous intimide. Pourquoi le choix de cette tenue? Parle un peu haute voix, j'entends pas bien. Votre tenue nous intimide. Pourquoi le choix de cette tenue? Mais c'est une tenue comme toutes les autres tenues. Oui, bon. Écoutez, je suis quand même un de jeunes notables, Mongo, Anna Mongo, et notre totem, c'est le léopard. Et aujourd'hui, comme vous m'avez invité, donc vice-président national de la Ligue nationale des Anamongo, chargé de la jeunesse, et puis nous avons perdu un fils Anamongo, Chérubé Okende, que vous connaissez, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports. Je vais profiter pour présenter mes condoléances à sa famille élargie qui est la Ligue nationale des Anamongo, et puis sa famille au niveau de la communauté des bases à Kouchou Anamongo. Et nous demandons simplement que la justice fasse son travail, malgré qu'il y a quelques petits problèmes dans notre justice, mais il y a certains magistrats et d'autres juges qui font correctement leur travail. Voilà, nous allons essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité avec vous, mais parce que vous avez porté cette tenue, permettez-moi de demander la photo de l'ancien. Merci, monsieur Philémon. Je sais que vous êtes en complicité avec le public et moi. L'homme que vous voyez ici, il s'appelle Mobutu. Je pense que là où il est très mal à l'aise. Parce que quand il regarde le grand Équateur aujourd'hui, il semble que vous n'avez pas compris sa vision. Le grand Équateur, c'est les derniers des provinces ou des villages où vous vivez encore à l'âge de la pierre polie, taillée et autres. Pourquoi ces secteurs, ces contrées ne se développent? Non. Quand vous dites que le grand Équateur n'a pas compris sa philosophie, sa vision, c'est archi faux. C'est tous les Congos. Oui, quand je vous dis, je vous donne un exemple, la zarianisation. Oui. Et la zarianisation ne concernait pas les gens de l'Équateur. C'était national. C'est-à-dire que il avait une vision, il avait une philosophie que les Congolais n'ont pas compris. Mais qu'aujourd'hui, les Congolais regrettent. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons de bons côtés et les mauvais côtés. Le bon côté, il faut l'exploiter parce que ça rend du service à la progéniture. Mais le mauvais côté, c'est des côtés parce que ça ne nous a pas permis, les côtés sociaux, tout ça, les concerts. Mais aujourd'hui, si le Congo existe encore
il a sa part des lettres de noblesse. L'unité nationale. On peut monter, faire tout ce qu'on peut dire. L'unité nationale, il a incarné ça. Et aujourd'hui, si nous existons, parce que il y a eu des calculs, il y a eu, mais jusqu'aujourd'hui, le Congo reste un et indivisible. Vous parlez de l'unité nationale, ça oui, je me rappelle, Mobutu avait dit, je suis même prêt de faire le pacte avec les diables pour les haïr à l'époque. Mais restons d'abord du côté du développement du Grand Équateur. Quand nous parlons Grand Équateur, nous voyons le Grand Équateur, il y a plusieurs territoires, tout ce qui va avec. Mais vous avez dit quelque chose ici, la zarianisation. Oui. C'était Mobutu. C'était pas seulement pour les Équatoriens, mais c'était pour toute la République à l'époque. Voilà. Alors, je me pose la question, il y a ceux qui pensent que c'était mal réfléchi quand Mobutu a lancé cela. Et aujourd'hui, vous vous rappelez, Matata Ponyo, il y a avoir un procès par rapport à la zarianisation. Est-ce que c'était bon, c'était pas précipité? Non, ben nous vivons ça aujourd'hui. Lui, il disait qu'il ne pouvait pas concevoir que le maïs produit au Congo soit vendu par les Portugais. Mais nous vivons ça aujourd'hui. Les supermarchés, ce sont les expatriés. Oui, ouais, les Indiens, alors, les Chinois et autres. Peut-être avec le recul, moi je pouvais dire que c'était pas préparé, c'était pas bien préparé. C'était précipité. Oui, c'était pas bien préparé. Parce que l'idée en soi n'était pas une mauvaise idée. Que le Congolais vende des allumettes produites par les Congolais. Vous comprenez? Ils concevaient ça très mal. Mais malheureusement, il fallait, avant de procéder à cela, il fallait préparer les gens. Parce que quand vous êtes en commerce, on peut vous donner un commerce florissant. Mais vous avez les stocks. Mais après les stocks, il faut savoir la chaîne des renouvellements des stocks, les impôts que vous payez, tout ça là, ce sont des choses que ces gens devaient. Il y a là des gens qui sont venus comme le blanc parti, comme moi je suis dans ce fauteuil, je suis là, allez, apportez-moi la voiture là, allez, achetez-moi ça, et puis en fin de compte, c'est la faillite. C'est l'impréparation de cette décision-là. Mais ce n'était pas une mauvaise décision. Donc les Aïrois à l'époque, il n'y avait pas assez évolué. Il y avait, non, c'est pas ça. Ils n'avaient pas. Non, il fallait les préparer. Quand on parlait de la préparation, donc avoir les hommes capables, à savoir voilà. Continuer dans les commerces, pérenniser cela et garder l'équilibre. C'est ce que j'ai dit. On peut vous laisser cette chaîne. Il y avait un problème de compétence alors. On peut vous laisser cette chaîne ici. Voilà, on vous offre ça. Mais il faut savoir comment cette chaîne fonctionne. C'est source de revenus. Quels sont ses clients, tout ça, il faut le savoir, il faut le maîtriser. Alors, quand les gens viennent, ils ne maîtrisent rien. Pour lui, il a trouvé les réserves, il a trouvé les stocks, il a trouvé le compte à banque, il a tout trouvé. Et puis, en fin de compte, il épuise et puis il ne sait plus. Peut-être il n'a pas cherché même à savoir qui étaient les fournisseurs, hein? Qui étaient les clients. Donc, tous ce sont ces éléments-là qui ont fait que ça a échoué. Mais en soi, ce n'était pas une mauvaise idée. Vous vous rendez compte aujourd'hui, toutes les banques appartiennent aux étrangers. Les supermarchés... Donc l'économie congolaise n'est pas entre les mains des Congolais. Non, c'est une question de politique. Les expatriés. C'est une question de politique. Quelle question politique? Le PAN, l'actionnariat, on n'a pas développé ça. On n'a pas développé. Moi, je peux donner un exemple. La BCDC. Forest se désengage de ses actions. Mais vous savez qui a acheté ces actions? On n'a même pas dit aux employés que non, il y a des actions à céder. Mais le monde d'aujourd'hui, sur le plan financier et économique, les employés, les ouvriers
acquiert des actions et il gagne doublement. Il a son salaire et à la fin de l'année, il touche le dividende. Ça, il n'y a pas. Tu prends un pays comme le Sénégal. N'importe quelle société, quand elle vient s'installer au Sénégal, le number one, ce sont les expats. Le numéro 2, c'est un Sénégalais. Numéro 3, c'est l'expat. Numéro 4, s'ils sont 10, c'est comme ça. C'est une question aujourd'hui de dire non. Il faut l'actionnariat fonctionne dans toutes les sociétés des expatriés, même dans les entreprises publiques de l'État. Que non, aujourd'hui, supposons, je peux donner un exemple, la GKMI a besoin par exemple de 10 millions de dollars. Si les 10 millions de dollars, vous faites les paliers. L'État, il peut avoir 30%, l'État ou 40%, le privé, les experts ou de 20%. Les restes, les Congolais souscrivent. Si l'action est à 1 dollar, peu importe la personne, si une personne qui achète 1000 actions, il achète autant d'actions, et ça va permettre même un bon contrôle de la gestion des entreprises. Mais vous voyez les entreprises ici, une société 100% expat. Et c'est très dangereux pour le pays. Est-ce que c'est le problème de nos lois ou c'est parce que ces expatriés ont une influence sur nos autorités? Dans un premier temps, c'est le problème de la législation. Okay. Il faut que ça soit légiféré. Il faut des plafonds, il faut la majorité des blocages. On ne peut pas... prenons par exemple la société Congo Airways. Oui. Congo Airways a des problèmes. Mais si aujourd'hui, on présente un business plan, un plan financier sérieux, et qu'on répartit, on dit, bon, pour renflouer le caisse de la Congo Airways, pour que Congo Airways puisse acquérir des avions, on a besoin de temps. L'État, vous voulez souscrire à hauteur de combien de pourcents? Les experts, à hauteur de combien de pourcents? Et vous pouvez déjà catégoriser. À ce moment-là, moi, les simples citoyens, si c'est 1 dollar, si je mets 1000 dollars d'action au sein de Congo Airways, mais le jour de l'Assemblée générale, il y aura un contrôle. Vous avez fonctionné pendant une année. Faites-nous le rapport, le bilan. C'est la transparence qui va jouer. Et c'est ça qui peut... Je sais, ailleurs, ça se fait. Et ça, c'est une question de la législation. Il semble que les lois existent, mais les Congolais ne sont pas souples. Ils ne s'intéressent pas à cela. Les Congolais sont plus dans la distraction, dans la jouissance, dans la musique, dans des choses éphémères. Vous voyez, quand les étrangers arrivent ici dans 2, 3, 4 mois, 6 mois, ils deviennent riches. Les Congolais sont plus dans le... C'est faux. C'est une question de la législation. Vous savez, quand les appels d'offres à la Banque centrale ont souscrit les bons d'État, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, on fait les appels d'acquisition d'actions. Parce que lorsque vous acquérez des actions, chaque fin de l'année, il y a une assemblée générale pour présenter le bilan du fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que vous avez fait des bénéfices ou vous avez fait des déficits, etc., etc. C'est une question de la législation et de l'organisation et de la publicité. Parce que je vous ai donné un exemple. Forest s'est désengagé de ses actions au niveau de la BCDC. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont acquis. Même les employés de la BCDC n'étaient pas au courant qu'on était en train de... On avait caché l'information. Ça, voilà. Donc, il faut vulgariser les offres. Alors, sur le plan financier, premier principe, c'est la transparence. Okay. Et si un employé est actionnaire dans une société, il triple l'effort, il triple son fonctionnement. Parce que c'est que s'il travaille mieux, en dehors de sa rémunération, il pourra à la fin de l'année
avoir aussi ses dividendes. Merci, Monsieur Isaac Bakoukou. Je précise que vous êtes au cadre dans un regroupement politique, le progressiste, avec le sénateur Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre, et aussi vous êtes fermier, agriculteur et entrepreneur. Parlons-en, parce que vous êtes de Grand Équateur. Monsieur Philémon, donnez-moi un peu l'illustration de quelques images que j'ai à trouver dans les réseaux sociaux. L'homme qui est ici, vous ne vous contentez pas seulement de bureaux climatisés. Vous êtes aussi sur terrain. Vous croyez réellement aux paroles du chef de l'État qui avait dit qu'il faut que le sous-sol puisse prendre revanche sur les sols? Vous pensez réellement? Tout à fait. Parce que c'est un rêve d'enfance. Vous comprenez? Là, vous voyez, c'est le piment. Ça, c'est moi. J'avais des catégories de piments. Okay. Il y a les piments que je voulais. Ce sont des piments de bec d'oiseau qui sont venus des Antilles. Alors, cette catégorie, je voulais les sécher. J'étais en train de les sécher. Et les autres, au mois d'août de l'année dernière, j'ai expédié plus de 800 kilos de piments. Okay. Alors, c'est un rêve d'enfance. J'ai rêvé d'être agriculteur et être aussi armateur. Okay. Alors, inspiré par les étendues des champs de maïs que je vis en Europe, des betteraves, de pommes de terre, de pommes, de cerises, de poivre. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je voyais aussi nos papas comme Bemba Saolona, qui restaient à Boamanda Gemena, et notre vieux Lomate Titingi qui restait à Lukulela à Maberou, ça m'a inspiré. Alors, il m'est arrivé une fois, j'étais désigné et nommé conseiller chargé des relations extérieures du gouvernement de Grand Équateur. Et à partir de là, j'avais la mission de promouvoir la province du Grand Équateur, à l'époque pas l'Équateur démembré, Grand Équateur. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais acquis un terrain depuis 2011, mais je ne l'avais pas exploité. Alors, quand je vis que le chef de l'État, dans son programme, parce qu'il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs projets, et il y avait aussi un projet, comme vous avez dit, que le sous-sol doit reprendre sa revanche sur le truc. Alors, il a un projet, un programme, un agenda agricole de la transformation. Là, vous voyez, nous avons récolté le manioc, on l'a mis dans l'eau, maintenant on est en train de les sécher. Et les moulins sont en route pour que nous puissions les transformer en farine de maïs. En farine de manioc. Parce que c'est ça, l'agenda du chef de l'État sur le plan agricole. Lui, il faut l'autosuffisance alimentaire. On peut même avoir le PAM de bien sûr, il y a aujourd'hui, j'aurai 20% du pain que nous consommons, c'est la farine de manioc et la farine de maïs. C'est-à-dire que un pays, avant de développer, avant de penser des grandes technologies, il faut d'abord nourrir le ventre. Alors, la Chine aussi s'est développée. Il a commencé d'abord avec l'agriculture. Et alors, maintenant, vous voyez, il y a ces maniocs, alors une fois séchés, on va le moudre et les conditionner dans les sacs, marque dynamique de l'Oma Isaac Bakoukou ou Odaye. Parce qu'en fait, c'est dans le cadre de la dynamique de développement Isaac Bakoukou Boliko où nous avons l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le transport fluvial, nous avons le sport, la santé, etc. Donc, alors, nous avions commencé avec l'agriculture. Deuxième phase, c'est le transport fluvial. Et puis, nous avons pu avoir une marraine pour le sport, Madame Lingenga Kati, qui, on a disponibilisé 1 hectare pour les activités sportives, c'est-à-dire qu'on aura le football, on aura le basketball, handball, etc., etc. Et nous avons un partenaire, je dirais même des partenaires. Le premier partenaire, c'est Odaye, Organisation Développement pour l'agriculture à l'Équateur, qui est pilotée par Madame Janine Yanga Lokindola, les DG de AVC Construx et de Nina River et établissement Nina,
dans l'hôtellerie. Alors, c'est elle qui nous fournit les semences et nous donnons sur ces semences-là à nos partenaires. C'est ainsi que nous avons commencé avec le maïs. Après le maïs, c'est le manioc. Après le manioc, nous avons mis le palmier. Et une fois que, comme on a enlevé le manioc, on va poser les cacao. Parce que vous ne pouvez pas concevoir un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a la superficie du Grand Équateur, est premier producteur du cacao. C'est fou. Alors que le Grand Équateur, c'est 33 millions de mètres carrés de terres arables et fertiles. Vous comprenez? Terre à exploiter. Non. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il nous faut un projet ambitieux, sérieux et soutenu au niveau du gouvernement via le ministère de l'Agriculture. Parce que ce qu'on a fait là, nous avons fait... avec vos moyens propres. L'agriculture artisanale. Alors que l'agriculture aujourd'hui, il faut une agriculture mécanisée. Même si vous allez en Europe, vous entendrez qu'on vous parle de la PAC. La PAC, c'est quoi? C'est la politique agricole commune, dans laquelle l'Union européenne subventionne les agriculteurs, permet aux agriculteurs d'accéder au crédit, et si les agriculteurs produisent plus, les surplus là, c'est l'Union européenne qui rachète. Et vous verrez, dans certaines missions humanitaires, le produit de l'Union européenne. Vous savez que le surplus que l'Union européenne avait acheté, et il envoie dans les aides humanitaires. Donc, il faut soutenir les agriculteurs comme nous autres. Et je ne suis pas seul. Parce que j'étais aussi... Vous voyez ces maïs-là? Ces maïs-là viennent... Les semences que nous avons reçues, donc Odaï, Madame Janine avait reçu ça de un de ses partenaires qui venait de Tanzanie. Et nous l'avons cultivé selon la technique qui nous a été imposée. Et quand vous voyez ces maïs-là, ils sont blancs. C'est comme le maïs qui vient de Lumbashi, hein. Ils sont blancs. Alors, il a la même mission que Odaï a. Ces maïs-là, il faut faire les effets multiplicateurs des semences. Et ça doit revenir des semences pour qu'ils soient propagés à travers la République, bien entendu, comme nous avons commencé à l'Équateur. Mais il faut... L'appui du gouvernement. Mais j'ai suivi quand même le ministre de l'économie, les 100 premiers jours de ce ministre. Il a dit il avait un projet de soutenir quand même les entrepreneurs locaux. Vous voyez ce que nous faisons. Mettre un peu de moyens à leur disposition. Peut-être vous étiez distrait, il fallait aller vers eux. Vous voyez ce que nous faisons là. Je dirais que c'est même archaïque. Parce que nous avons assez de terres, mais il nous faut la mécanisation. Et j'étais aussi choqué quand on parle de la crise de maïs. De maïs. On se fallait l'acheter en Afrique du Sud. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Le Grand Équateur, la grande province orientale, vous prenez une partie de Bandundu. Il y a un boulevard naturel qui est le fleuve. Nos frères du Katanga, ni du Kasaï, ne peuvent ou ne pouvaient pas souffrir des crises de maïs. Parce que dans ces histoires-là, s'il y a des projets, il y a une bonne réforme agraire. Parce qu'il y a des gens qui détiennent des terres, qui ne les exploitent pas. À un moment donné, l'État peut décider de reprendre ces terres-là pour donner aux gens qui sont prêts à exploiter. Alors, avec toutes les provinces-là que j'ai, la province de Grand Oriental, Aketi, machin, tout ça là, Bazou, les Bunduki, les Bumba, Lissala, Bouende, Mbandara, tout ça là, on se met, et il y a le port, et s'il y a des bateaux, je dirais minimum, hein, 5 000 tonnes, 10 000 tonnes. Ils arrivent à Kwamount, ils vont à Ilebo, et il est beau, et il y a le rail, Mujima et tout ça, il n'y aura pas la crise. C'est une question... de vision. D'un projet, de coopération d'ailleurs avec
les agriculteurs. Il faut mettre le moyen, mettre les semences et les incitants pour permettre aux agriculteurs de travailler. Je sais, j'irai voir mon estimé frère José Panda, qui est l'actuel ministre de l'Agriculture. Et puis, il était d'abord à la recherche scientifique. Je peux aussi recommander un certain monsieur Gaston Guézayo, qui a fait l'inventaire de plus de 3000 plantations abandonnées à travers la République. Il faut relancer la culture du café, il faut relancer la culture du cacao, il faut relancer la culture des veillères. La Belgique n'a pas commencé par exploiter les mines. La Belgique a commencé par exploiter le cacao, le café, les veillères, le bois, etc., etc. Et c'est après ce revenu-là qu'on a créé, qu'on a construit la GECAMINE, et on a construit la MIBA. Donc le Grand Équateur a contribué beaucoup pour la construction. C'est le Grand Équateur qui a construit. Le Belge ne se pas avec du cash flow pour construire le Congo. Ils ont commencé, et on a étudié. Les premiers revenus de l'État indépendant du Congo, c'est du café, les cacao, le bois, les caoutchoucs naturels, tout cela est consort. Donc, c'est il semble que ce secteur-là est négligé du moment qu'il y a beaucoup d'argent de ce côté. Vous savez, regardez, les exemples sont là. Bukanga Lonzo. Il y a eu, à l'époque, on a donné des tracteurs au gouverneur. Les tracteurs sont retrouvés chez les gens qui n'ont même pas 1 mètre carré de terre. Les autres, ils ont été faits les baleinières. Bukanga Lonzo, c'est n'importe quoi. Il faut, quand l'État veut travailler, il y a quand même des corporations comme la Copemeco, comme la FEC. Et la FEC peut travailler avec les divisions provinciales pour la distribution de ces matériels. Il semble aussi que la FEC, conduite par M. Albert Youma, la FEC n'aide pas assez, vraiment les entrepreneurs. Il semble que la FEC, conduite par Albert Youma, n'aide pas assez les entrepreneurs. Non, mais la FEC, je dis la FEC, c'est une corporation. Et au sein de la FEC, il y a des secteurs, notamment Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture, qui est au sein de la FEC. Donc, il y a une chambre là qui ne concerne que l'agriculture. Et si on associe la FEC, on associe Copemeco, on associe d'autres organismes de petites entreprises, et on associe les divisions provinciales de l'agriculture, vous allez voir que si nous avons des matériels, on n'aura pas le problème. Parce qu'à la place de faire 1 hectare par jour, je peux faire avec des tracteurs, je vais faire 10 hectares par jour. Et quand vous avez 100 hectares, dans 2 jours, vous faites les 100 hectares et vous semez, et puis dans 6 mois, vous avez le maïs. Merci M. Isaac Bakoukou. Je pense si tous les acteurs politiques majeurs, ceux qui ont de moyens, se donnent quand même le luxe d'aller investir dans l'agriculture, dans les pêches et autres là, le Congo ne va pas manquer à manger. Il y a un politicien qui m'avait dit non, moi je préfère rouler carrosse, aller là-bas avec la boue et autres là, moi ça. Mais vous là, vous vous sentez à l'aise quand je vous vois là? Oui, non, c'est depuis quand on a connu le maïs, je te vérifie. Mais oui, mais donc, non, je ne suis pas un politicien théorique. Non, je ne suis pas un politicien théorique. Je suis d'ailleurs un poissonnier aussi. Je vais aussi. Parce que mon objectif. Ce n'est pas une humiliation pour vous. Je suis poissonnier. Mon objectif, depuis que j'avais exercé le fonction de conseiller chargé des relations extérieures pour la province de l'Équateur, ma mission consistait à promouvoir la province de l'Équateur, les potentialités dont la province de l'Équateur dispose pour attirer les opérateurs économiques. Et là, où je suis dans un chantier, on est en train de construire un bateau qui va nous permettre d'évacuer nos produits. Alors, ça m'a donné ce goût-là de promouvoir le produit de la province de l'Équateur. Et notamment le poisson, tout ce qui est Équateur, l'objectif c'est à un moment donné mettre une structure dans laquelle on va trouver ici à Kinshasa le produit venant du Grand Équateur et principalement de la province de l'Équateur. Avant de passer à autre chose,
Mais les grands Équateurs, on sait à l'époque, on parlait de Mokia, on parlait de Bimbassa Olona, il y a assez de gens. Aujourd'hui, il y a le Willy Bakonga, nous avons celui qui est à l'aménagement du territoire, qui s'appelle comment de Ouidal ici, Ouidal. Guy Luando, nous avons Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, ils sont très nombreux. Est-ce que vous-même, là, vous ne pouvez pas vous organiser une manière de booster un peu les petits commerçants de votre coin, essayer un peu de s'entraider? Il semble qu'il y a une haine. Non. Je pense que... Ces leaders-là ne s'entendent pas. Non, je pense que c'est... On peut faire une coopération entre les 5 provinces de l'Équateur et voir dans quel domaine on peut booster. Parce qu'aujourd'hui, l'Équateur n'est plus ce qui était. L'Équateur est démembré. Alors maintenant, il faut que chaque province démembrée de l'Équateur fasse un effort. Et aujourd'hui, prenons par exemple la province de l'Équateur. Je suis aussi lobbyiste et chasseur de primes. Okay. Alors, je suis superviseur d'une société qui, aujourd'hui, d'ailleurs, je dois remercier les gouverneurs Bobo Boloko. Bobo Boloko, je les salue. Pour sa disponibilité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Okay. Quand vous venez avec un projet, vous proposez un gouverneur, et vous savez comment ça se passe, mais il a été disponible par rapport au projet gouvernemental porté par le ministre d'État Ubota et exécuté par la société Stever Constructs, dont le PDG n'est autre que M. Mike Kassenga, et moi je suis le superviseur pour le Grand Équateur. Le projet c'est quoi? Le projet c'est pour pallier à la crise de l'eau potable. Alors maintenant, les mécanismes, c'est-à-dire de mettre le fontaine d'eau à travers la province. Chaque province va disposer 32 forages, 32 fontaines d'eau potable à travers le forage. Et quand nous sommes allés à Bobo, il nous a bien accueillis, il nous a disponibilisé un entrepôt. Et aujourd'hui, si tout va bien, nous irons inaugurer 20 fontaines d'eau potable. Sur 32. Alors, dans la ville de Mbandaka. En attendant que la régie des eaux essaye de régler les problèmes de distribution d'eau. Et ça traverse la République. C'est le ministère du Développement rural qui pilote ça. Et les travaux exécutés, je répète, par la société Stever Constructs, qui est le PDG, c'est M. Mike Kassenga, qui est le patron de cette société. Et là, voilà. Et puis, comme j'étais là, nous avons aussi avancé au niveau de la Mongala, au niveau de la Chouapa, et nous allons au niveau du Sud-Ubangi, nous cherchons au niveau du Nord-Ubang, parce que l'eau, c'est la vie. Deuxième chose que nous avons fait à l'Équateur, compte tenu de la crise de courant, le gouvernorat de l'Équateur a signé un accord pour la construction d'une centrale électrique à travers le panneau solaire avec la société américaine AEG de 137 mégas. Donc c'est largement suffisant. Je veux seulement dire que chacune ou chaque province doit fournir un effort et on peut arriver dans certains domaines faire une coopération pour booster et pour bénéficier de ce qu'on pouvait faire. Mais pour le moment, je pense que chaque province doit travailler. Merci. Merci. Les besoins est tellement grand pour les 5 provinces de Grand Équateur. Espérons qu'avec le développement également, le projet du développement de 145 territoires, parce que, ça aussi, ça va parce aussi que l'Équateur va se développer parce que nous avons un partenaire qui a une volonté de nous aider à nous développer. C'est le président de la République. Félix avec le projet de 145 il semble que ce projet-là, c'est de la poudre aux yeux. Pardon? Le développement de 145 territoires, il semble que c'est de la poudre aux yeux. Non, ça fonctionne. C'est du chimère. C'est quelque chose. Tu sais, moi, je suis... D'ailleurs, laissez-moi saluer quand même mes compatriotes, mes frères du territoire de Bolomba, un des plus grands territoires qui peut s'exercer dans la province de l'Équateur.
Et dans notre territoire, nous aurons aussi ça, et voire même le forage, on va arriver jusque là-bas. Et non, moi je suis un municipaliste. Et je vais à Bolomba, dans mon territoire, et je conseille à certains de mes amis d'autres territoires d'aller investir dans les territoires, dans nos territoires. Parce qu'on ne peut pas parler d'un développement d'un pays si au niveau des bases, il n'y a pas un semblant de développement, où on ne fait pas un effort de développer. Ce qui fait défaut, simplement, les routes et nos bacs, ça fait 12 ans, 13 ans que le bac de Bolomba est en panne. Je plaide auprès du DG de l'Office des routes et son DGA, y compris l'implication du ministre des Travaux publics, parce que la route, même la route des desserts agricoles, ça constitue une vie. Alors, on m'a envoyé l'image de quitter Bolomba pour aller à Ingende, c'est malheureux. Alors que si ces routes-là sont bien arrangées, il y aura le transport des marchandises, les gens vont circuler, il y aura moins de naufragés. Il y aura moins de naufragés parce qu'ils prennent souvent les embarcations de fortune. Merci. Moi, je plaide pour ça. Merci. Là, je lance directement le message au ministre des Travaux publics, M. Alexis Guissaro. Monsieur, c'est très sympa. Oui, très sympa. Il travaille beaucoup, mais il y a certaines routes qui posent problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a le natif de ces coins qui est en train de hausser les tons. Vous demandez une faveur pour que le peuple de ces côtés-là se retrouve. Nous voulons bien que Kinshasa soit inondé avec la nourriture. Au fin fond là-bas, il y a de quoi manger, mais il n'y a pas de route. Donc, ça pose problème. Espérons que vous allez réagir. Alors, évoluons avec vous. Monsieur Isaac Bakoukou, je précise ici que vous êtes du regroupement politique Les Progressistes avec le sénateur, l'ancien Premier ministre, Sami Badibanga. Et j'avais rappelé ici que vous étiez les cofondateurs de l'Ensemble pour la République. Je peux avoir la photo de M. Moïse Katumbi, s'il vous plaît, si je peux avoir cette photo ici. Votre ancien patron, Moïse Katumbi, votre mentor, l'homme qui vous a montré les ABC dans la politique. Non. Je peux terminer? Non. Je peux terminer. J'ai mes mentors. Je peux terminer? Allez, terminer. Ok. L'homme qui vous a enseigné la politique, Moïse Katumbi, aujourd'hui, il est l'opposant du régime. Tshisekedi, après Vané dit, c'était un régime de dictateurs. Et aussi, il dit, ils ont assassiné Cheikh Okende, et Cheikh Okende a subi ce qu'on appelle l'assassinat politique. Vous, comme un ancien cofondateur de son parti politique, en connaissant la sincérité de l'homme, pensez-vous qu'il a raison? D'abord, je dois rectifier beaucoup de choses par rapport à vos propos. Moi, je suis issu de l'obédience socio-chrétienne. Mes mentors, c'est Joseph William Songwamba, André Boboli Kolokonga, Chibwabwa Achilapachi, Mbenza Toubi, Albert Petit Biombo, c'est lui qui m'a recruté au Parti démocrate et social chrétien, et mon triple brassard, José Ndondo Bonongue Koyakuken Kombe. Je suis cofondateur de l'ensemble parce que nous faisions partie de G7. Et moi, secrétaire national du PDC, Parti démocrate chrétien, cher à José Ndondo Bonongue. Pour des raisons de principe, on a créé l'ensemble pour le changement et puis l'ensemble pour la République. Mais il n'est pas mon mentor. Donc j'ai un parcours politique. Je vous ai cité les gens qui m'ont formé politiquement. Un parcours politique plus grand que le parcours de Katumbi? Pardon?
Non, mais moi, j'ai commencé la politique en 1989. Et Katumbi? Ben, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé la politique. Il a commencé la politique peut-être à l'arrivée de l'AFDL. Hein. Bon, moi, je l'ai fait avant. 89. Moi, j'ai vu AFDL venir, tout ça, là, et consort. Et donc, lui, il a appris la politique chez vous. Pas pour autant... Il a appris la politique chez vous parce qu'il est venu après vous. Voilà. Donc, Moïse Katumbi. Qu'il neige, qu'il pleuve, il reste celui qui fut mon président du parti Ensemble pour la République. Je lui dois respect et considération. Alors, par rapport aux propos, je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise, pourquoi? Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Pardon? Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes de l'Union Sacrée, je rappelle. Oui, je suis... je fais un choix. Comme tous les autres font leur choix. J'avais expliqué pourquoi j'avais quitté l'Ensemble pour la République. Comme vous l'avez suivi, il y a eu des raisons sérieuses et j'estimais qu'il y avait incompatibilité. Je disais à mes amis que voilà, ce n'est pas parce que je suis avec vous que je n'ai pas d'affinité avec les autres. J'ai plus d'affinité avec le président Tshisekedi, parce que moi, je grandis à Bruxelles. Je fais l'opposition politique extérieure à Bruxelles. Avec Tshisekedi? Quand vous parlez de Bruxelles, c'est le centre de gravité de l'opposition politique à l'époque. Et je faisais partie dans le premier, deuxième parti de l'opposition politique, qui était le PDC, Parti démocrate et social chrétien, cher à Joseph Ileos Ngwamba, André Boboliko, Chiwash Lavassi, le père de Foulé, et Clément Kankou. Alors, j'ai évolué dans la démocratie chrétienne internationale et européenne. J'ai côtoyé de grands de ce monde, surtout dans la démocratie chrétienne. Je suis le grand de ce monde. Vous disiez ça à vos amis? Pardon? Vous disiez ça à vos amis? Oui. Oui, donc les Francis Kalombo, les Olivier Kabila, tous les Salomon Escadela, vous leur disiez ça? Non. Je leur ai dit ça, je leur ai dit ça. Et quand ils avaient fait le choix d'adhérer à l'Union Sacrée, j'étais d'accord. Et j'avais toujours plaidé de façon que... Parce que quand vous venez... Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'opposition. Très longtemps, depuis 1989. J'étais dans l'opposition. Nous avons quelqu'un qui nous a façonné. Les André Boboliko, les Joseph Fuleo, les Tshisekedi sont les oiseaux du même plumage. Ils ont évolué ensemble. Donc, c'est bon. Quand ils étaient, je dis, c'est bon. Alors, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on engage, vous savez, j'aime beaucoup la Russie pour certaines choses. Parce que les gens qui ont changé l'Union soviétique, ce sont fils maison. Commencer avec Gorbatchev, la perestroïka, même lui-même qui avait instauré la perestroïka, il a été emporté avec Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, il y a Poutine. Donc, ce sont les gens de l'intérieur, interne ou à l'intérieur. Et s'il faut faire des choses, il faut les faire à l'Union Sacrée. Donc, vous étiez contre quand Katumbi et... Non, moi je suis discipliné. Et certaines personnes faisaient l'opposition en étant dans le pouvoir. Oui, vous trouvez ça un peu... C'était aberrant, c'était pas correct. Vous avez mis un directeur de cabinet adjoint et vous sortez, vous critiquez le gouvernement. La meilleure des choses, c'est de pouvoir sortir les gens que vous aviez placés et quitter, et après, venez critiquer le gouvernement. C'est malsain parce qu'à un moment donné, il faut s'assumer. Et les gens ont parfois du mal à s'assumer politiquement pour faire plaisir aux autres. Et nous ne sommes pas des moutons. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je suis un enfant qui a appris la politique européenne et africaine. J'ai participé à beaucoup les élections au Bénin, de Mathieu Kérékou et de Wade. Abdoulaye Wade. Au Sénégal. Donc, j'ai eu des amis Idrissa Seck, je l'ai rencontré. Macky Sall, je l'ai connu à l'époque, il était conseiller. L'opposant actuel encore
à Ousmane Soko. Il était le président des jeunes socialistes et adjoint au maire de Dakar, de notre ami, comment il s'appelait encore, ça va arriver, c'est lui qui a créé l'école de la police au Sénégal, Diop, Mamadou Diop. Parce qu'on s'est connus en Namur, tout ça les consons, pendant le festival de films francophones, tout ça les consons, etc. Donc, dans des choses comme ça, on s'assume. Et moi, par rapport au constat que moi j'avais fait, je me suis assumé. Mais je disais toujours que non, mieux vaut rester avec celui qu'on connaît, avec Tshisekedi, tout ça les consons. Malgré ça, on a quitté l'Union sacrée. J'ai quitté, je suis resté. Mais après, vous savez, il ne faut pas vouloir une chose de faire le contraire. Il ne faut pas faire ce qu'on a stigmatisé et vous commencez à le faire. Et j'ai justifié, c'est déjà, je tournais la page, mais ce que vous venez de poser comme question, moi je suis un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que... Je répète ma question. Katumbi a raison de dire que Tshisekedi est un dictateur. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Il n'est ni magistrat. On arrête les gens de manière injuste. Non. Il y a l'arrestation de Salomon Escadela, je suis Katumbi, qui a dit c'est une arrestation politique, on arrête les francs on arrête tous ces gens-là, les Mike Moukeba et les autres. Est-ce que ce n'est pas les indicateurs? Il y a ce que moi je stigmatise, simplement que notre justice, nos services doivent respecter les procédures judiciaires. Mais que soit quelqu'un de majorité et de l'opposition, nous n'avons pas l'immunité quand la justice estime qu'il y a quelques indices de culpabilité ou de non-culpabilité. C'est à la justice de trancher. Parce que, vous savez, je partageais beaucoup de choses avec Chéribin. Ok. Oui, Chéribin était le numéro 1 de la communication au niveau de G7. Moi, j'étais son adjoint. Et Chéribin m'a formé en communication, quand vous dites les amuse-bouches, les chapeaux, tout ça, les consorts. Les mises en bouche. Chéribin m'a formé à ça. Et j'ai gardé de très bonnes relations avec Chéribin. Je partais au cabinet de Chéribin comme dans un moulin. Rendez-vous par rendez-vous, il faisait tout pour me recevoir. Parce on collaborait très bien. Et comme j'étais communicateur, j'échangeais avec lui sans problème. Et qu'aujourd'hui, c'est cruel ce qui est arrivé à Chéribin. Est-ce un assassinat politique? Pardon? Est-ce un assassinat politique, comme Katumbi le dit? Moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui qualifie les faits. Il y a des gens habilités pour ça. Je sais, notre justice, même le président de la République, l'a stigmatisé, a quelques problèmes. Mais au sein même de cette même justice, il y a des gens, contre vents et marées, il faut aussi un travail remarquable. Ah, ça, c'est vrai. Et moi, je dis... Il y a quelques personnes je dis... qui sont dans la vision des chefs. Comme les Kamouleta, il ne faut pas aller vite en besogne, ça c'est un. Deux, et il ne faut pas que la situation cruelle qui est arrivée à Chéribin fasse l'objet d'une récupération politique. J'ai le cœur qui saigne parce que je connais l'homme. Je l'ai fréquenté. Parce que vous connaissez l'homme, il y a quand même une opinion qui pense que Chéribin Okende avait des problèmes au sein de l'Ensemble pour la République. Il n'était plus les chouchous du parti, il n'était pas aimé. Non, c'est pas ça. Et peut-être, je dis bien, peut-être que l'assassinat du Chéribin profiterait à l'Ensemble pour la République. Non, moi, mon plus grand mal, il y a eu un moment, je n'étais plus en contact avec lui. Simplement pour une chose. Parce que quand je quittais l'ensemble, il y a deux personnes qui pouvaient me dissuader de rester à l'ensemble. Et parmi ces chérubins. Et Salomon Escadela aussi. Mais Salomon a tenté, il semble qu'il vous a appelé plusieurs fois. Vous ne voulez même pas prendre ces appels-là. Avec toute honnêteté, c'est Salomon
ou Chériba qui pouvaient me dissuader. Mais vu la gravité de ce que moi j'avais constaté, qu'il y a des gens qui ne font rien, qui ne foutent rien, et qui étouffent le travail des gens, c'est inacceptable. Au sein de l'Assemblée. Inacceptable. Mais il y a les hommes intelligents Et là-bas. non, je te dis, je vous dis, c'est inacceptable. Il y a des hommes intelligents là-bas. Inacceptable. Prenez quelqu'un comme Olivier Kamitatou. Inacceptable. Vous prenez quelqu'un comme, Olivier Kamitatou. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour la tête pensante même. La tête pensante même de l'ensemble de la Mais République. je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. La politique avec les diplômes sont deux choses différentes. Olivier Kamitatou n'a pas commencé non, à politique. je vous dis. Il était président de l'Assemblée nationale. Il était ministre du plan plusieurs années. Je vous dis. C'est quelqu'un qui a l'expérience. L'expérience coule même dans moi, j'ai l'expérience. Moi, j'ai l'expérience politique. Moi, j'ai commencé à 89. Mais il faut lui poser la question. Il a commencé la politique en quelle année? Ils ont commencé la politique peut-être en 98 ou quoi, quand ils ont commencé à prendre les armes. Moi, j'ai commencé la politique en 89. Oui. Olivier Kamitatou pour les armes. Moi, j'ai commencé la politique en 89. Je vous ai expliqué, je vous ai Olivier dit en 90, mes mentors, je vous ai expliqué. Je ne suis pas là pour faire le procès. Non, je pose la question. Est-ce qu'Olivier Kamitatou avait pris les armes? Est-ce qu'il a les centres seulement? Pardon? Moi, je dis... Non, moi je dis... Non, c'est de l'histoire, non? C'est de l'histoire, je pose la question. Non, je ne dis pas ça. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je dis simplement que moi, j'ai commencé la politique en 89. En 90, j'ai adhéré au PDC, recruté. Alors, il faut voir les gens qui sont venus après par rapport à moi. Et je dis simplement que avoir des diplômes ou bien parler le français, s'exprimer en français, ça vous donne pas le privilège de mieux connaître la politique, de mieux faire la politique. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, vraiment aidez-nous. Quand je l'ai entendu, laisse-moi dire ça. Quand je l'ai entendu, il dit... Olivier Kamitatou. Quand je l'ai entendu... Je vais pas avoir une photo de lui. Quand je l'ai entendu dire que c'est le gouvernement qui contrôle les armes. Mais... Ngoï Mulunda, les armes qu'il avait retrouvées... Parek. Ce sont les armes qui se trouvent dans le gouvernement. Ce pays a connu la prolifération des armes à l'entrée de l'AFDEL et la naissance de certaines rébellions. Et vous n'allez pas demander à un gouvernement post-conflit où il y a eu de mouvements rebelles qui sont rentrés avec des armes. Et l'exemple typique, Parek, du pasteur Ngoï Mulunda, qui a pu récupérer quelques armes. Et ces armes-là étaient contrôlées par le gouvernement. Alors, vous savez, moi ce qui me rassure, que celui qui est décédé, c'était proche de moi. Chériba, on s'est retrouvés à tout moment. Il faut qu'on laisse. Si c'est ces canards boiteux, laissons au moins que cette justice travaille sereinement. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, moi j'ai continué encore à dire, c'est vrai, les chefs de l'État avaient dit, il y a un peu de petits problèmes à notre justice, mais cela ne veut pas dire que tous les animateurs de la justice, c'est des gens qui complotent avec les ennemis ou avec les gens qui veulent détruire notre justice. Il y a les exceptions, j'ai dit bien, il y a le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta, vous pouvez fouiller son passé, il n'est pas dans les sales coups, mais encore dans les sales boulots, c'est quelqu'un qui est en train de faire son travail. Il y a aussi d'autres personnes dans notre justice qui font la distinction, vous voyez. Donc, il faut croire à notre justice. C'est ainsi que moi je dis. Mais aussi, je voulais vous poser cette question avant qu'on change la thématique. Quand vous étiez à l'Ensemble pour la République, je vous regarde en face. On disait de vous, vous n'avez pas le courage, vous n'aviez pas le courage de pointer du doigt le Rwanda. Selon les dernières informations, dans le couloir, on dit Katumbi négocier avec le Rwandais, il avait ses intérêts au Rwanda, voilà pourquoi il n'avait pas le courage de lui dire. C'était quoi la politique? Non. Vous aviez peur de Kagame? Non.
je vous ai répondu l'autre fois sur un plateau ici. Vous savez, il pointait, il parlait, mais la voix officielle. La voix officielle, c'est quoi? S'il fallait poser cette question, il faut poser ça aux gens de PPRD, les gens du FCC, parce que, qu'on ne veut ou pas, Katoum n'était pas le président de la République. Il y a eu un président de la République pendant 18 ans. Joseph Kabila. Qui n'a jamais pointé, qui n'a jamais rompu les relations, il n'a jamais chassé à mon ambassadeur. Il ne faut pas. Donnez-moi la photo de Kabila, j'aimerais bien vous prouver le contraire. Il ne faut pas. Vous savez, moi je vais rester comme. Katumbi fit mon président, il restera mon président et je le traiterai avec beaucoup de respect. Et c'est une question de principe et d'éducation. Mais quand tu as condamné la bouche autorisée au sein de la République, c'est celui qui a l'article 69. C'est l'article 69 de la Constitution. Qui veille au bon fonctionnement des institutions. Ils n'ont jamais condamné, ils n'ont jamais pointé du doigt Kagame, tout ça et consort. C'est faux. Non, bah non. Moi, Pius Romain, la manière, Ferdinand Kambere, ils m'ont envoyé une vidéo, Kabila aux États-Unis, en train de pointer du doigt. Attendez, Rwanda, regardez le bras de fer qu'il y a aujourd'hui entre Kagame et le président Félix Tshisekedi. Alors, vous pouvez dire quoi? Non, parce que c'était votre allié. C'était votre allié, c'était votre frère. Non, c'est pas votre allié, votre frère. Non, c'est pas ça. La discussion entre deux frères, on peut le comprendre. Même les deux frères, président Maréchal Mobutu avait dit, pour l'intégrité de la République d'Isaïr, je peux me faire un pacte avec le diable. On ne joue pas avec la souveraineté de l'État. On a dit qu'on avait décimé l'M23. Oui, Kabila l'a fait. Non. Quelque chose qu'on a défait ne peut plus réapparaître. Mamadou Ndale est mort. Non, je dis non. Mamadou Ndale est mort. Il n'y avait plus l'M23. Il semble que c'est le sacré. Vous avez ressurgi. Quand on a défait quelque chose, ça ne peut plus réapparaître. Vous comprenez? Non, c'était des simulations. Vous dites? Des simulations. Kabila n'avait pas dit la vérité au Congolais. Non. Pour moi... C'était les arrangements d'amiable. Non. Je ne parle pas de Kabila. Moi, je dis simplement que... C'était les arrangements d'amiable. Non. Vous parlez de simulation. Parce que quand vous c'est la langue française. Vous parlez de la simulation. C'est la langue française. Donc, le M23 ne s'était pas... décimé. C'était les arrangements à l'amiable. Mais je n'étais pas décimé. Kabila mentionné au Congolais. Pourquoi on a mis les mécanismes de trucs ici, non, les mécanismes d'Addis Abeba. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'avait défait par la force ou par des accords? Alors, M. Isaac Bakoukou, l'homme qui est ici, Joseph Kabila, c'était un résistant. Pensez-vous qu'il a raison de résister? Pardon? C'était un résistant. Pensez-vous qu'il a raison de résister contre un régime qui viole la Constitution? Je ne pense pas. Qui viole la Constitution. Je ne pense Parce pas. que Kabila marche avec sa Constitution. La résistance, là, c'est moi. Il est inapproprié. Après avoir dirigé un pays pendant 18 ans et que vous rentrez à la résistance, ça n'a aucun sens. Parce que vous avez dirigé ce pays pendant 18 ans. En dirigeant le pays pendant 18 ans, il a la maturité de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Il ne peut pas résister. Il va résister contre moi. Contre celui qui a vécu, avec qui il a fait la passation pacifique de pouvoir. Merci. Alors, M. Philémon, la dernière question. Je peux avoir la photo du président de la CENI ou les chefs de l'État, tout dépend de vous. Est-ce qu'on aura les élections apaisées ou un dialogue? Est-ce qu'on aura les élections apaisées ou un dialogue? Parce que Faïlou a boycotté les élections, le PPRD boycotte les élections, il y a autant de partis politiques qui boycottent les élections. On aura les élections du son en 2023 ou les élections apaisées. Vous avez la mémoire courte, vous autres. Hein? Aller voter, c'est un droit. De ne pas aller voter, c'est aussi un droit. Vous savez bien. Forcer les gens pour ne pas voter, faire les faussetés, les forcer, ça aussi c'est une violation de la Constitution. Non. Moi je vous ai dit, ne pas aller voter, c'est un droit. Aller voter, c'est aussi un droit. Vous n'avez pas... Il faut pas avoir la mémoire courte. Hein. Moi, j'ai toujours... comme la mémoire d'éléphant, là. Il y a eu quelqu'un qui a dit
si Étienne Tshisekedi ne participe pas aux élections, le ciel ne s'abattra pas sur le Congo. S'il Fayoulou boycotte les élections, il peut boycotter. Tshisekedi n'a pas pris part aux élections de 2006. Donc pour vous, Kabila, il y a eu les élections. C'était un modèle, mais s'il avait fait mal, c'est pas un modèle, non. Vous prenez le mauvais exemple, c'est pas un modèle. Vous êtes venu pour changer les choses. Non, il a laissé. Venu pour changer les choses. Mais pourquoi vous ne changez pas? Il y a d'un côté la mauvaise foi et il y a de l'autre côté, on laisse le choix des gens. Parce que tu sais quoi, 2018 n'est pas égal à 2023. Hein? Oui. Oh, oui. 2018, les dollars étaient à 16. Non, 2023, les dollars c'est à 25. Oui, on comprend. On comprend. Certains étaient gavés. Certains étaient gavés. Oui, certains étaient gavés. Certains étaient gavés. Sur les gavés, sur les canards, quand les gabes, ça grossit. Hein? Voilà. Certains étaient gavés par des leaders, Katumbi, Bemba, Isimuzito et tout ça, les consorts. Mais la réalité n'est plus la même. Aujourd'hui, Katumbi est candidat président de la République. Et vous voulez qu'il soutienne qui? Merci, monsieur Isaac. Merci, monsieur Isaac Bakoukou. Si vous voulez à la fin, monsieur Philémon, la photo du chef de l'État, je donne le mot de la fin, il termine, il peut payer ses arriérés s'il veut. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, la photo, s'il vous plaît, je vais avoir la photo de mon président, notre chef de l'État. Je n'ai même pas fini de répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous donne le mot de la fin, vous allez tout ramasser. Voilà, la photo de mon président, Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme qui a valorisé notre armée. De ce côté-là, j'ai dit oui. Félicitations, chef de l'État. J'ai vu les soldats congolais en train de marcher avec des tenues propres, les armes qui reflètent l'image de la République démocratique du Congo et l'armement, c'est que j'ai vu l'arsenal. Merci au chef de l'État. Je vous encourage, chef, continuez comme ça avec votre gouvernement. Mais la question à vous, pensez-vous que Tshisekedi, c'est l'homme de la situation? Il peut relever les défis de la RDC. Je lis aujourd'hui, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, Herman Cohen, a dit le président Félix, c'est comme une tortue. Avant, comme ça, il regarde, et puis il rentre sa tête dans sa carapace. Et quand il sort, et puis, un civil ne peut pas organiser une armée comme il a organisé ça. Et c'est comme ça que la communauté internationale ne comprend pas vraiment sa nature. Et quand il sort, il est toujours gagnant. Donc, les gens ont mauvaise pensée du président de la République. Il faut nous demander, nous qui l'avons côtoyé, dans l'opposition. Moi, je l'ai toujours considéré comme Mohamed Ali. Vous connaissez Mohamed Ali? La pratique de Mohamed Ali pour gagner le combat. C'est le président Félix Tshisekedi. Alors, pour terminer, je voulais dire un mot à ma sœur, Janine Yanga Lokindola. Son crime, c'est d'être la veuve de M. Van Kunsem. Son crime, c'est d'être la maman des orphelins et des orphelines. Son crime, c'est d'être la DG de la société AVC Construct. Et son crime le plus odieux, c'est être propriétaire de la concession AVC sur l'avenue de la Paix, Dieu Brasserie. Mais moi, je vais dire ceci que c'est le sang. Je suis désolé de voir même, on parle de père et de mère, mais cette dame est maltraitée, persécutée par l'étranger qui est en train de lui ravir sa concession. Et Tchani nous parle des pères et des mères. Et je suis même choqué aussi de voir ses frères du Grand Équateur, les députés de Bolomba, les députés de Bassankoussou, les députés de Lukolela, les députés de Ingende, les députés de Bikoro, les députés de Makanza, les députés de Bomongo, quand ils arrivent en Bandaka, c'est le miroir. Mais elle est en train de pleurer dans les chaînes de télévision. Même sa justice ne la comprend pas. Et je ne comprends pas pourquoi ses frères de l'Équateur, les députés
n'en parlent pas. Ils ne vont même pas la voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est triste, hein? C'est triste, il semble. Il semble parce que et moi, je lui dis ceci. Non, je lui dis, qu'il neige, que pleuve, advienne que pourra. Si sa justice du Congo ne lui remet pas dans son droit, il y aura une justice divine. N'oubliez pas que nous serons tous de veufs, de veuves, des orphelins. Peut-être aujourd'hui, c'est peut-être elle. Mais demain, ça sera peut-être pire par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. J'ai lu dans les réseaux sociaux, il semble qu'il y a un Indien, M. Harish Jaktani, c'est celui-là qui tourmente moi, je dis simplement... Il a la justice dans ses poches, selon plusieurs sources. C'est triste de voir une Congolaise, chef d'entreprise, quelqu'un qui a construit... le pavillon 5, quand tout le monde sera en Bandaka, ils sont fiers. Elle fait la fierté de notre province et qu'elle est un étranger, est en train de la malmener. Merci. Et qu'il y a un silence, même de ses propres frères élus dans tout le territoire de l'Équateur. Alors moi je demande à notre justice d'ouvrir vraiment l'œil par rapport à ces dossiers. Monsieur Harish, il est dans plusieurs dossiers, hein. Il semble que cet Indien ne respecte pas la justice. Ça reste à vérifier, même si on l'interpelle, on l'appelle, il ne vient jamais. C'est comme si lui, il est plus que le chef de l'État. Il piétine notre État des droits. Et c'est un peu de voir les cas de monsieur et la dame, Madame Janine Yanga. Mais non, je vais rappeler une chose. Ici, il y avait une famille libanaise des canafères. Il y avait les Yagui, il y avait les Hassan. Ils sont où aujourd'hui? Merci. Voilà. Restez fidèles à nos programmes. Une autre RDC est possible. Celui qui était ici s'appelle M. Isaac Bakoukou. Il est au cadre dans un regroupement politique, le progressiste avec... les progressistes dont le président Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre, qui est l'autorité morale. Merci. Et je suis candidat député national dans le territoire de Bolomba. Merci. Espérons que vous serez élu si Dieu permet que les élections s'effacent, parce que Faïlou ne veut pas. Nous, les élections. Je vous ai dit. Merci, restez fidèles. Je vous ai dit. Attends,